Plus de 60 ans se sont écoulés depuis la première diffusion de Les Mystères de l'Ouest, et les acteurs qui lui ont donné vie ont traversé des mariages, des scandales, des deuils et des transformations que personne n'aurait pu prévoir. Certains sont devenus des légendes discrètes du monde des cascades, risquant leur vie saison après saison sans jamais faire la une des journaux. D'autres ont porté le poids de tragédies personnelles bien plus lourdes que n'importe quel vilain inventé par la série. Et certains ont simplement disparu, non de la mémoire collective, mais du monde lui-même. Saviez-vous que l'un des artisans essentiels des séquences d'action inoubliables de la série a fini par écrire un livre sur ces années? Et que, le jour même où son meilleur ami du tournage est décédé, les deux hommes étaient déjà en train de planifier leur prochain projet ensemble. Ce sont les histoires qui se cachent derrière les visages. D'où ils venaient, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont perdu, et ce qu'ils ont laissé derrière eux. Nous gardons le plus aimé pour la fin. Numéro 1. Whitey Hughes. Cascadeur, figurant, coordinateur de cascade, Robert James Hughes, que tout le monde appelait Whitey, est né le 9th of November 1920 à Arkoma, en Oklahoma, une petite ville frontalière entre l'Oklahoma et l'Arkansas, non loin de Fort Smith. Élevé dans une famille de fermiers, il y apprit à conduire un attelage, à monter et dresser des chevaux difficiles, à lire un terrain et à réagir physiquement à l'imprévu. Autant de compétences qui deviendraient le socle de l'une des plus longues carrières de cascadeur de l'histoire du cinéma hollywoodien. Lorsqu'il rejoint l'équipe de cascadeurs des Mystères de l'Ouest en 1966, Whitey Hughes avait fortifié vent et travaillait dans l'industrie cinématographique depuis près de 20 ans. La famille s'installa en Californie en 1936, alors que Whitey était adolescent. Il y obtint son baccalauréat américain avant d'entrer dans l'industrie du cinéma comme membre accrédité du syndicat des acteurs en 1947. D'emblée, son profil physique atypique, il était l'un des cascadeurs les plus petits de gabarit travaillant à Hollywood, lui conférait une polyvalence remarquable. On faisait régulièrement appel à lui pour doubler des femmes dans des séquences d'action, ce qu'il faisait sans hésitation et avec un talent rare. Son moment le plus célèbre dans ce registre arriva des années plus tard dans Le Fou du cirque, 1980, où on le voit clairement en robe, sauter par-dessus une falaise en tenant un parapluie, avec une totale conviction et, de toute évidence, une grande satisfaction personnelle. Sur Les Mystères de l'Ouest, Whitey n'était pas seulement un exécutant. Il fut le coordinateur de cascade de la série pendant les 4 saisons, de 1965 to 1969. Ce rôle impliquait de concevoir, d'organiser et de réaliser chaque séquence dangereuse produite par la série. Il constitua le noyau dur de l'équipe de cascadeurs qui donna à la série son énergie cinétique et implacable. Dick Kenji, Red West, Bob Heron et Tommy G. Huff. Il travaillait directement avec Robert Conrad, qui tenait absolument à réaliser lui-même ses propres cascades. Gérer un acteur principal qui refuse toute doublure exige une patience et une confiance exceptionnelles. Et le respect que Conrad portait à Hughes était total, documenté par tous ceux qui étaient présents. En dehors des Mystères de l'Ouest, la filmographie de Whitey se lit comme une chronique du cinéma américain. Il faisait partie des membres du gang entourant Marlon Brando dans L'équipé sauvage, 1953. Whitey Hughes s'est éteint paisiblement dans son sommeil le 7th of July 2009, à son domicile de Somerton, en Arizona. Il avait 88 ans. Pour un homme qui avait passé 6 décennies à se jeter du haut de falaises, par des fenêtres et depuis des véhicules en marche, mourir tranquillement dans son propre lit ressemble à quelque chose qu'il avait pleinement mérité. Il avait reçu le Golden Boot Award pour l'ensemble de sa contribution au genre western, l'une des plus hautes distinctions que ce milieu puisse offrir. Il partagea ses souvenirs des Mystères de l'Ouest et de son amitié avec Robert Conrad dans le livre de Tom Weaver, publié en 2010, A Sci-Fi Swarm and Horror Horde, offrant aux fans un dernier aperçu de ce que fut véritablement ce tournage. Son héritage, c'est chaque scène de combat que vous avez adorée sans jamais y réfléchir à 2 fois. Numéro 2. Red West, figurant Roy Truant. Robert Gene Red. West est né le 8th of March 1936 à Memphis, dans le Tennessee, fils de Lois et Newton Thomas West.
Il grandit dans la cité HLM de Earth Housing, un monde radicalement éloigné de Hollywood et de tout ce qu'il représentait, et pourtant son histoire en ferait l'une des figures les plus discrètement remarquables de l'histoire du divertissement américain. Non pas tant pour les rôles qu'il interpréta, mais pour la vie qu'il mena entre eux et autour d'eux. Lorsque Red West fit sa première apparition dans Les Mystères de l'Ouest en 1967, il avait 30 ans et portait en lui un vécu qu'aucune école d'art dramatique n'aurait pu fabriquer. La relation fondatrice de la jeunesse de Red West fut son amitié avec Elvis Presley. Ils se rencontrèrent adolescents au lycée Humes de Memphis, et West montra d'emblée une loyauté envers Presley qui dépassait largement toute obligation professionnelle. Il servit dans le corps des Marines des États-Unis de 1956 à 1958, basé à Norfolk, en Virginie, et maintint le contact avec Elvis tout au long de son service. À son retour à la vie civile, Red West rejoignit l'entourage proche d'Elvis, d'abord comme chauffeur, puis comme garde du corps, confident et protecteur, pendant plus de 20 ans. Il apparut dans 18 des films d'Elvis dans les années 1960, dont Viva Las Vegas et Harum Scarum, dans de petits rôles, tout en assurant une présence physique dans les coulisses comme à l'écran. C'est à travers le monde du cinéma Elvis que Red West développa ses compétences de cascadeur. Ancien boxeur amateur de haut niveau et joueur de football américain universitaire, il se lia d'amitié avec l'acteur Nick Adams et décrocha ses premières cascades dans la série télévisée The Rebel. Dans Les Mystères de l'Ouest, il apparut dans 36 épisodes comme homme de main et présence physique dans l'univers d'action et d'intrigue de la série, tissant avec Robert Conrad une amitié sincère qui allait bien au-delà du plateau. Conrad salua à plusieurs reprises le travail de West dans des interviews et l'embarqua dans Baa Black Sheep, où West décrocha un rôle régulier en tant que sergent Andy Micklin. Le chapitre le plus dévastateur de la vie de Red West survint en 1976, lorsque Vernon Presley, le père d'Elvis, le licencia, ainsi que le cousin de Red, Sonny West, et leur collègue garde du corps, Dave Hebler, invoquant des méthodes trop agressives. Les trois hommes répondirent en publiant « Elvis, What Happened ?» sorti à l'été 1977, qui détaillait la dépendance croissante de Presley aux drogues. Red West a toujours affirmé que le livre était un avertissement, une tentative de forcer Elvis à se confronter à ce qu'il se faisait avant qu'il ne soit trop tard. Il parut à peine 2 semaines avant la mort de Presley, le 16th of August 1977. Le timing dévasta West, et la polémique autour du livre le suivit toute sa vie durant. Red West est décédé le 18 juillet 2017 à Memphis, dans le Tennessee, à l'âge de 81 ans, d'un anévrisme de l'aorte abdominale qui le terrassa sans prévenir un dimanche après-midi. Sa femme Pat le décrivit comme quelqu'un de droit dans tous les sens du terme. Il laissait derrière lui son épouse, 2 fils et 6 petits-enfants. Un homme qui protégea ceux qu'il aimait avec une loyauté farouche, parfois coûteuse, et qui passa le reste de sa vie à porter le poids de ce que cette protection avait coûté à chacun. Numéro 3. Tommy J. Huff, figurant. Pete Thomas, Tommy. J. Huff est né le 29 janvier 1943 à Los Angeles, en Californie, de Harold et Betty Huff. Californien dans l'âme, il grandit à portée de l'industrie cinématographique, mais dut y frayer son chemin par son corps et son audace, sans avantage hérité ni relation préexistante. Lorsqu'il fit sa première apparition dans Les Mystères de l'Ouest en 1968, Tommy Huff avait tout juste 25 ans et entamait ce qui allait devenir l'une des carrières de cascadeur les plus prolifiques et les plus discrètement spectaculaires de l'histoire du cinéma et de la télévision américain. Avant les caméras, il y eut l'armée. Huff s'engagea dans l'armée américaine, et c'est durant son service qu'il découvrit la boxe comme pratique compétitive sérieuse. Le sport affûta ses réflexes, son contrôle physique et sa capacité à encaisser les chocs d'une façon qui se révéla directement utile à chaque cascade qu'il réalisa par la suite. De retour à la vie civile, il abandonna la boxe et se consacra entièrement à l'industrie du cinéma, faisant ses débuts de cascadeur en 1968 sur Les Mystères de l'Ouest, où il rejoignit l'équipe constituée par le coordinateur Whitey Hughes.
Il travailla dans 18 épisodes, incarnant divers hommes de main et un personnage récurrent nommé Pete. Et sur un plateau peuplé de professionnels aguerris, il s'imposa sans hésitation. Ce qui suivit fut une carrière d'une portée et d'une envergure extraordinaires. Tommy G. Huff réalisa des cascades dans plus de 300 films et productions télévisées sur près de 4 décennies. Un chiffre proprement vertigineux quand on s'y arrête vraiment. On le retrouve dans Cours, Après moi shérif, Chips, Star Trek II, La colère de Khan, Octopussy, Scarface, Pee-wee's Big Adventure, Big Trouble in Little China, L'Arme fatale 2, Terminator 2, Le jugement dernier, Dumb and Dumber, Le monde perdu, Jurassic Park, Batman et Robin, La ligne verte, Pearl Harbor, Fast and Furious, Matrix Reloaded et Sin City. Il doubla DeForest Kelley dans Star Trek V, L'ultime frontière et Star Trek VI, Terre inconnue. Tommy G. Huff est décédé le 8 April 2006 à Tehachapi, en Californie. Il avait 63 ans. Il travaillait encore sur de grandes productions jusqu'aux dernières années de sa vie. Pas de grands adieux, pas de rétrospective ni de cérémonie hommage. C'était un professionnel qui travaillait et qui disparut, exactement comme la plupart des hommes qui ont silencieusement bâti le cinéma américain. Plus de 300 productions. Des centaines de milliers de spectateurs qui ont frissonné devant des séquences qu'il avait conçues et exécutées de son propre corps. Et presque aucun d'eux n'a jamais appris son nom. Tel est le paradoxe du métier qu'il a choisi, et qu'il a choisi quand même, chaque jour de sa vie. Numéro four. Bob Heron, figurant, soldat, Robert Dwayne. Heron est né le 23rd of September 1924 à Lomita, en Californie. Son enfance fut marquée par le divorce de ses parents. Sa mère resta en Californie et se remaria avec Ace Hutchins, l'un des plus importants fournisseurs de chevaux pour les productions cinématographiques hollywoodiennes, tandis que le jeune Bob partait vivre avec son père à Hawaï. Il y grandit en nageant, en plongeant et en menant une vie physique au grand air qui, rétrospectivement, semblait avoir été taillée sur mesure pour former un cascadeur. Lorsque Bob Heron fit sa première apparition dans Les Mystères de l'Ouest au milieu des années 1960, il avait déjà la quarantaine bien entamée. Un vétéran aguerri qui travaillait à Hollywood depuis 1950. Sa voie vers l'industrie passa par les relations de son beau-père. Après avoir servi dans la marine américaine lors des campagnes du Pacifique Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, Heron rentra en Californie et commença à s'occuper des chevaux sur les plateaux de tournage pour Hudkins en 1946. 4 ans plus tard, en 1950, il fit le grand saut du maniement des chevaux aux cascades. Et ce pas ouvrit l'une des carrières les plus durables et les plus distinguées de la profession. On le retrouve dans les 10 commandements, 1956, Rio Bravo, 1959, Spartacus, 1960 et L'homme distrait, 1961. Une filmographie des débuts qui représente l'âge d'or de la production hollywoodienne dans ce qu'elle avait de plus ambitieux et de plus physique. Dans Les Mystères de l'Ouest, Heron apparut dans 17 épisodes entre 1965 et 1968, principalement comme doublure de Ross Martin dans le rôle d'Artemus Gordon. Bob Heron est décédé le 10 octobre 2021, à l'âge de 97 ans, à Thousand Oaks, en Californie, des suites d'une chute. Il laissait derrière lui son épouse, Lynn, et 4 enfants. 97 ans. Une enfance hawaïenne, une guerre du Pacifique, une carrière hollywoodienne qui débuta sous la présidence de Truman et s'étira jusqu'à l'ère des réseaux sociaux. Plus de 6 décennies de travail actif, des centaines de productions et la satisfaction tranquille de savoir que chaque grande séquence physique de dizaines de films bien aimés portait quelque chose d'irremplaçable de ce qu'il avait donné. Il les méritait, ces années-là, chacune d'entre elles. Numéro Five, Michael Dunn, Dr. Miguelito Quichotte. Loveless Gary Neal Miller est né le 20th of October 1934 à Shattuck, en Oklahoma. Il est venu au monde avec une dysplasie spondyloépiphysaire, une forme de nanisme qui limita sa taille à 1,16 m. Ce qu'elle ne limita pas, en revanche, ce fut son intellect, son ambition, ni sa détermination à être reconnu pour ce qu'il était exactement.
un artiste d'une profondeur extraordinaire. Il prit plus tard le nom de scène Michael Dunn, et lorsqu'il apparut pour la première fois dans le rôle du Dr Miguelito Loveless dans Les Mystères de l'Ouest en 1965, il avait 30 ans et bâtissait déjà une réputation de l'un des interprètes les plus courageux et les plus talentueux de sa génération. Sa vie de jeune adulte fut marquée par une succession de réussites éclatantes. Il entra à l'université à 15 ans. Il en sortit diplômé avec mention. Il était un chanteur et pianiste sérieusement formé. Il forma avec la chanteuse Phoebe Doran un numéro de cabaret qui connut le succès avant que l'un ou l'autre ne trouve ses marques à Hollywood. Et Doran apparut à ses côtés dans plusieurs épisodes des Mystères de l'Ouest. Il fut nommé au Tony Award pour sa performance à Broadway dans The Ballad of the Sad Café et remporta le New York Drama Critics Circle Award pour le même rôle. Il fut également nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Le Navire des Fous, 1965, la même année qu'il débuta dans le rôle de Loveless. Nomination aux Oscars, reconnaissance à Broadway, célébrité télévisuelle, le tout simultanément à 30 ans. Dans le rôle du Dr Loveless, Dunn créa l'un des antagonistes les plus véritablement menaçants et émotionnellement complexes de l'histoire de la télévision américaine. Le personnage n'était pas joué pour faire rire, malgré l'esprit joueur de la série. Loveless était brillant, amer et blessé. Un homme de dons immense qui estimait que le monde lui avait tout volé, poursuivant sa vengeance avec la froide intensité de quelqu'un qui a cessé de feindre que les conséquences l'importent. Dunn comprenait ce personnage de l'intérieur et ses 10 apparitions offrirent aux Mystères de l'Ouest quelque chose qu'on ne pouvait pas fabriquer autrement. Un antagoniste que le public redoutait et, ce qui était inconfortable, comprenait. Sur le plateau, il était connu pour une générosité exceptionnelle et sauva un jour sa partenaire Phoebe Doran d'un décor qui s'effondrait, sans la moindre pensée pour lui-même. Hors des plateaux, Dunn utilisa sa notoriété pour défendre la cause des enfants confrontés à des défis physiques similaires aux siens. Il effectua des visites personnelles, écrivit des lettres et s'exprima avec honnêteté sur le poids psychologique d'une condition que le monde avait trop souvent tendance à définir avant de chercher à voir autre chose. Michael Dunn est décédé dans son sommeil le 30 août 1973, à Londres, en Angleterre, alors qu'il tournait un autre projet. Il avait 38 ans. La cause était une insuffisance cardiaque provoquée par des complications de la chondrodystrophie, la condition qui avait déformé sa cage thoracique, comprimé ses organes internes et restreint progressivement sa capacité pulmonaire tout au long de sa vie adulte. Il le savait et travailla quand même. Lors du téléfilm de retrouvailles produit en 1979, les scénaristes écrivirent que le Dr Loveless était mort d'ulcère né de la frustration. Un hommage discret et affectueux à un homme qui méritait bien davantage de temps que ce qui lui fut accordé. Numéro 6. Douglas Anderson, Colonel James Richmond. Douglas Anderson est né le 14th of January 1919 à Montclair, dans le New Jersey. Il servit dans le corps des Marines américains pendant la Seconde Guerre mondiale, et la discipline et l'autorité forgée par cette expérience allaient imprégner presque chacun des rôles qu'il incarna pour le reste de sa vie. Lorsqu'il fit sa première apparition en tant que colonel James Richmond dans Les Mystères de l'Ouest en 1966, Anderson avait 47 ans, un acteur de composition chevronné dont la prestance portait un poids qu'on ne peut pas inventer. Il s'était gagné. Son chemin vers Hollywood passa par la scène. Après la guerre, Anderson travailla abondamment dans des compagnies de théâtre de répertoire sur la côte Est, forgeant son art dans le spectacle vivant avant de faire ses débuts au cinéma dans Eight Iron Men de Stanley Kramer en 1952. Ce qui suivit fut une carrière régulière, bâtie sur la fiabilité et l'autorité. Il apparut dans le film à suspense de référence Un crime dans la tête, 1962, de John Frankenheimer, dans le rôle du colonel Milt, le supérieur militaire du personnage de Frank Sinatra, dans l'un des films américains les plus acclamés de cette décennie. Il joua également le rôle du député Morrissey, aux côtés d'Elvis Presley dans la comédie Stay Away, Joe, 1968. Dans Les Mystères de l'Ouest, Henderson incarna le colonel James Richmond dans exactement 10 épisodes, de 1966 to 1969,
le chef des services secrets américains, le supérieur direct de James West et Artemus Gordon, et l'épine dorsale institutionnelle qui conférait à l'univers de la série son sentiment de réelle gravité. Le rôle exigeait quelqu'un capable de projeter de l'autorité sans condescendance, et Henderson le délivra sans effort, à chaque fois. Il apparut dans les 3 dernières saisons de la série, apportant continuité et profondeur à une production qui aurait pu sembler déracinée sans lui. En dehors de la série, Henderson fut l'un des acteurs de composition les plus fins et les moins célébrés de son époque. Il effectua 6 apparitions dans Perry Mason, 6 dans Mannix et 6 dans The FBI. On le retrouve en récurrent dans Bonanza, Lassie, The Virginian et Mission. Impossible. Après son dernier rôle au cinéma dans le thriller Zigzag, 1970, il continua à travailler pour la télévision jusqu'au milieu des années 1970. On sait très peu de choses sur sa vie privée durant ces dernières années. La trace se fait de plus en plus ténue, puis s'arrête. Douglas Henderson est décédé le 5th of April 1978 à Studio City, en Californie. Il avait 59 ans. Il mit fin à ses jours par intoxication au monoxyde de carbone. Ses cendres furent dispersées en mer au large des côtes de Los Angeles. Ce qui l'amena à ce moment final reste privé et non documenté. Ce qui nous reste, c'est l'œuvre. 10 épisodes dans lesquels il rendit le monde des mystères de l'Ouest réel, ancré et habité par des êtres humains qui devaient répondre de leurs actes. C'est, en fin de compte, tout ce que la plupart d'entre nous laissons derrière nous. Numéro 7. Fred Stromsoe, figurant, garde, cascadeur. Frederick Stromsoe est né le 15th of June 1930 à Denver, dans le Colorado. Issu d'un milieu modeste, il arriva à Hollywood par une combinaison d'expériences scéniques, de présence physique et de la sorte de chance qui récompense ceux qui sont déjà préparés. Lorsqu'il fit sa première apparition dans Les Mystères de l'Ouest en 1966, Stromsoe avait 35 ans. Un professionnel solide dont la présence à l'écran, mince et autoritaire, était exactement ce que les producteurs de séries d'action des années 1960 recherchaient constamment. Sa révélation vint par la scène. Il tenait des premiers rôles dans des compagnies de théâtre de répertoire en Californie lorsque le réalisateur Félix Jacovès le remarqua et lui ouvrit les portes de l'industrie. Stromsoe fit ses débuts à l'écran en 1949 et la carrière qui s'ensuivit fut définie par l'étendue et l'endurance. On le retrouve dans G.I. Blues avec Elvis Presley, La Coccinelle et Qu'est-ce qui fait courir Doc, parmi ses crédits cinéma. À la télévision, il était présent partout où le paysage des séries des années 1960 emmenait le spectateur. Des agents très spéciaux, I Spy, Le Tunnel du Temps, Gunsmoke, Voyage au fond des mers, Route 66 et 77 Sunset Strip. Il fut une présence active constante dans l'infrastructure de la télévision américaine pendant plus de 4 décennies. Dans Les Mystères de l'Ouest, Stromsoe apparut dans 18 épisodes de 1966 to 1969, au sein du noyau dur des figurants, gardes et cascadeurs de la série. Le même écosystème fiable que Kenji, Hughes, Red West, Aaron et Huff. Fiable, physiquement crédible, il donnait à chaque apparition, aussi brève soit-elle, une solidité que la série exigeait. Ce n'est pas un travail glamour, c'est un travail essentiel. Fred Stromsoe est décédé le 30th of September 1994 à Los Angeles, en Californie. Il avait 64 ans. Il laissait derrière lui son épouse, Nancy Berry. Il avait travaillé sans interruption dans l'industrie du divertissement de 1949 jusqu'au début des années 1990. Plus de 4 décennies sans pause, sans tête d'affiche et sans le genre d'attention qui rend les carrières visibles de l'extérieur. Ce qu'il a laissé derrière lui, c'est l'œuvre elle-même. Des westerns, des comédies, des séries policières, des shows d'espionnage et de science-fiction. Tous légèrement plus réels, légèrement plus incarnés et légèrement plus vivants pour y avoir été. Numéro 8. Ross Martin. Artemus Gordon. Martin Rosenblatt est né le 22nd of March 1920 à Grodek, en Pologne, dans une famille juive, dans une région encore meurtrie par la Première Guerre mondiale. Il avait 6 mois lorsque sa famille émigra à New York,
s'installant dans le Lower East Side de Manhattan. Avant même d'apprendre l'anglais, il parlait déjà le yiddish, le polonais et le russe. Il ajouta par la suite le français, l'espagnol et l'italien. 6 langues au total, le vocabulaire d'un homme qui comprit dès l'enfance que l'identité est une mise en scène et que la transformation est à la portée de quiconque a la discipline de la poursuivre. Il obtint son diplôme magna cum laude du City College de New York, puis une licence en droit de l'université George Washington. Il choisit le théâtre malgré tout. Sa première apparition marquante au cinéma fut dans La conquête de l'espace, 1955, de George Pal. Le réalisateur Blake Edwards lui confia des rôles de plus en plus importants, jusqu'à La grande course autour du monde, 1965, comédie d'aventure dans laquelle sa composition du perfide baron attira l'attention de CBS, ce qui mena directement au rôle de sa vie. Lorsque Martin débuta dans le rôle d'Artemus Gordon dans Les Mystères de l'Ouest en 1965, il avait fortifié vent. Le rôle lui allait presque surnaturellement. Artemus Gordon était un maître du déguisement, un bricoleur de génie, un linguiste, un acteur dans la fiction même de la série. Martin concevait lui-même la plupart de ses déguisements, les esquissant personnellement avant de les réaliser avec le département maquillage, dans le plus grand secret. La plupart des membres de l'équipe ignoraient à quoi il ressemblerait tel ou tel jour de tournage. Il était aussi, comme un épisode le révèle, violoniste de formation, un talent que les scénaristes intégrèrent directement au personnage. Il fut nommé aux Emmy Awards dans la catégorie Meilleur acteur dans une série dramatique pour la 4e saison de la série. Ce que le public ne voyait pas, c'était le prix physique. En 1968, Martin se brisa la jambe. Puis, avant même que cette blessure fût guérie, il fut terrassé par une crise cardiaque qui faillit lui être fatale. La production le remplaça temporairement par d'autres acteurs, notamment Charles Heidman, William Schallert et Alan Hale Jr., pour 9 épisodes. Il revint terminer la série, mais la chaîne avait déjà commencé à le considérer, discrètement, comme une source de risque. Derrière tout cela, Martin avait également vécu le deuil de sa première femme, Muriel, emportée par un cancer en 1965, l'année même du lancement de la série, et s'était remarié en 1967, adoptant les enfants de sa seconde femme, Olavey, tout en bâtissant une nouvelle famille autour d'un corps qui commençait à lui faire défaut. Après la série, Martin consacra une énergie considérable à des actions caritatives. Il devint président national du programme des arts du spectacle au sein de l'Institut et hôpital de recherche sur l'asthme infantile et organisa tout au long des années 1970 des tournois de tennis caritatifs réunissant des célébrités pour lever des fonds. Il reprit le rôle d'Artemus Gordon dans 2 téléfilms de retrouvailles des Mystères de l'Ouest en 1979 et 1980. Au moment de sa mort, lui et Robert Conrad étaient, dit-on, en plein développement d'une toute nouvelle série. Le 3 juillet 1981, Ross Martin s'effondra sur un court de tennis à Ramona, en Californie. Son cœur, qui avait déjà failli l'emporter 13 ans plus tôt, lâcha définitivement sous la chaleur accablante de l'été. Il avait 61 ans. Il fut déclaré mort à son arrivée au Pomerado Hospital. Conrad déclara publiquement qu'il avait pleuré en apprenant la nouvelle. Martin fut inhumé au cimetière du Mount Sinai Memorial Park, à Los Angeles. Il avait participé à plus de 200 productions. Il parlait 6 langues. Il était titulaire d'un diplôme de droit. Il concevait ses propres visages. Et il fut, en définitive, un homme qui abandonna une vie sûre et tracée pour poursuivre l'art, et créa quelque chose qui, 60 ans plus tard, demeure véritablement irremplaçable. Numéro 9. Robert Conrad, James T. West. Conrad Robert Falk est né le 1er mars 1935 à Chicago, dans l'Illinois, de parents qui étaient à peine adultes eux-mêmes. En 1958, à 23 ans, il s'était installé à Los Angeles, avait abandonné le nom Falk et s'était complètement réinventé, non comme un personnage, mais comme une déclaration. La percée fut rapide. Un rôle récurrent dans Hawaiian Eye en tant que détective privé Tom Lopaka, 1959-1963, qui imposa Conrad comme magnétique,
physique, rayonnant d'une confiance en soi tendue comme un ressort. Il enregistra également des singles pop sous le nom de Bob Conrad. Acteur, chanteur, boxeur entraîné, homme défini par l'audace physique. Quand Les Mystères de l'Ouest fut conçu, James Bond à cheval, deux agents des services secrets du 19th Century, combattant des super-vilains aux quatre coins de la frontière américaine, Conrad s'imposa comme le seul choix naturel pour incarner James T. West. Il avait 30 ans au lancement de la série en 1965 et le personnage lui allait comme une seconde peau. Il vivait West. Il réalisa lui-même l'immense majorité de ses cascades tout au long de la série. Lors d'un épisode, il chuta la tête la première depuis près de 4 mètres de hauteur sur un sol en béton. La production s'arrêta pendant près de 3 mois. Il revint et termina la saison. La série fit de lui une star. Il fut intronisé au Stuntman's Hall of Fame pour ce travail, le seul acteur principal de la série à recevoir cet honneur. Après la série, il incarna Pappy Boyington, as de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale dans la réalité, dans Baa Baa Black Sheep, se battant personnellement pour éviter l'annulation de la série en démarchant directement les directeurs de chaînes régionales. Il apparut dans la mini-série Centennial, joua G. Gordon Liddy dans un biopic télévisé et retrouva Ross Martin pour 2 téléfilms de retrouvailles des Mystères de l'Ouest en 1979 et 1980. Il anima The PM Show with Robert Conrad sur une radio nationale de 2008 to 2019. Il eut 8 enfants de 2 mariages, dont 2 suivirent ses traces dans la profession. En 2003, il fut impliqué dans un accident de la route dévastateur sur une autoroute californienne en état d'ivresse au volant. Son taux d'alcoolémie était près de 3 fois supérieur au seuil légal lorsqu'il percuta le véhicule conduit par Kevin Burnett, âgé de 26 ans. Les 2 hommes furent grièvement blessés. Conrad plaida coupable pour conduite en état d'ivresse. Kevin Burnett mourut en 2005 des suites de blessures directement attribuées à l'accident. Conrad porta ce poids jusqu'à la fin. Lorsque le remake hollywoodien de 1999 Wild Wild West rafla les Razzie Awards, Conrad se présenta à la cérémonie, accepta 3 statuettes au nom des vrais destinataires et les leur remit personnellement, un geste pointu et sans équivoque sur ce qu'on avait fait de la série qu'il avait construite de toutes pièces. Ce geste dit tout sur l'homme qu'il était. Robert Conrad est décédé le 8 of February 2020 d'une insuffisance cardiaque à son domicile de Malibu, en Californie. Il avait 84 ans. Il était James West. Et pour tous ceux qui ont regardé cette série un jour et senti le monde devenir brièvement plus dangereux et plus vivant, il le sera toujours. Si cette vidéo vous a rappelé quelque chose, ou vous a appris ce que vous ne saviez pas, laissez un commentaire. Dites-nous quelle histoire vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos plongées au cœur des vies qui se cachent derrière les noms. Parce que chaque grande série est avant tout une histoire d'êtres humains. Et ceux qui se trouvaient derrière celle-ci étaient extraordinaires.